va poursuivre avec une séquence suivante, ce qui marche et ce qui ne marche pas dans les aides publiques. On va dire c'est une forme aussi de témoignage sans filtre pour compléter cette vue globale sur les mécanismes de soutien avec des retours d'expérience qui sont partagés. Quelles aides sont les plus efficaces, subventions diverses au CAPEX et ou OPEX, avances remboursables, prêts bonifiés. On va voir tout ça, puis on va voir tout ça aussi du côté de la Commission européenne. Donc j'invite à venir à votre place Michel Viktorovitch et Jean-Luc Longeroche. Et puis on aura aussi un intervenant en visio. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci. Bonjour messieurs, merci de me rejoindre. Donc Michel Viktorovitch, vous êtes directeur adjoint au programme Énergie Économie Circulaire du Secrétariat Général pour l'Investissement. Arnaud Leroy parlait de votre présence, d'ailleurs la présence du SGPI sur plusieurs conférences évidemment pour parler de ces questions de financement. On a envie aussi du témoignage d'un entrepreneur, c'est pour ça qu'on accueille Jean-Luc Longeroche, donc cofondateur CEO de GEPS Techno. Vous allez pouvoir témoigner dans un instant et normalement, si tout va bien, nous sommes en ligne avec Christophe Smirnakis. Vous êtes avec nous, Christophe? Are you with us? Yes. Hi. Yes. Hi. Renewable energy specialist at European Investment Bank. So we will talk specifically about a bank and not public aid specifically with you. Can you tell a little bit more about what a bank can do to support the sector? Yes, sure. Thank you. It's a great pleasure for me to be with you today, though virtually. I'm very sorry to be the only one not joining there physically today. Our rules for traveling have only changed this week, so it was impossible for us to join. The bank is known to the sector. The bank has been amongst the first lenders to provide finance to offshore wind since its inception. The bank since 2003 has financed 33 projects, offshore wind and offshore transmission projects, for a total signed amount of 11 billion euros. Also, recently, the bank has also provided finance to the first floating wind farm in Portugal, the Windfloat project. In addition, of course, to having approved the floating wind projects from their DEM program in France. So the bank is standing ready to support the sector with traditional financing, that is very well known to the participants there with you today, with innovative financial instruments that we have available for innovation, and of course, technical and financial assistance. Thank you. I was linking to the translation, first of all, but I understand you very well. We talked specifically this morning about new Green Deal. How are you involved for this Green Deal and to implement the new Green Deal? Mm-hmm. The Green Deal, as was mentioned earlier by the European Commission representative, and the Fit for 55 package is a major milestone for the decarbonization of the EU economy. It consists of a large number of acts, the EU ETS redesign, the Renewable Energy Directive, the Energy Efficiency Directive. There are many elements in this package that will, in the end, lead. We hope that it will lead to the increased demand for projects such as the ones we are discussing here today. Offshore wind and offshore energy can be the cornerstone of the decarbonization of the EU economy. It can be through direct electrification, indirect electrification through hydrogen and synthetic fuels, as was already mentioned there today. So, in effect, we expect that the Green Deal and the Fit for 55 will create incentives for new projects in offshore wind, new projects in synthetic fuels, hydrogen, and all of these projects will need financing. And all of these projects, the authorities who will tender these projects may also need technical assistance. So the bank, in the end, will help the European Commission implement these targets and the commitments through its financing to the projects that will be generated as a response to the Green Deal, and through advising the authorities to put together
all the elements, update the regulatory framework, and create the new tenders and options to allow these projects to come in realization. We talk, and the question of this debate and session is what works and what doesn't work in public ed. Can you give us an answer? Yes, of course, absolutely. We've seen that with regards to government aid, the member states already follow the EU new rules for public support based on auctions in the form of feed-in premium and other similar instruments. This is a solution which is appropriate for mature markets, for markets with experience in offshore wind. However, it may be less appropriate for opening up new markets. See, for example, the recent developments in Poland, where a two-stage program was introduced, which is gradually converting into a competitive public auction. However, in the mature markets, such as France, such as the North Sea, as a result of the competitive auctions, we have seen zero subsidy bids. We have seen projects with outside public support schemes relying on corporate PPAs. These are all very positive signs. However, corporate PPAs and full immersion projects are going to be the minority. The corporate PPAs market is a nascent sector. So the role of government aid is going to remain significant in order to realize the targets of the Green Deal and the Fit for 55 package. It's also even more important for new technologies like floating, which are still more expensive than fixed offshore wind, and even more expensive for ocean energies like wave and tidal, as these technologies have just finished their offshore testing, and now they are entering the commercial operation phase. So especially for innovation, especially for innovative companies like the ones there with you today in the event, government aid should be designed appropriately. It should address the challenges faced by innovators. It should rely on quick decision making and have flexible conditions. The EU rules for public support already anticipate that technology-specific options can also be an option. And we are aware of such a fine example. It was presented earlier today, the ADEM program for floating wind farms, the one for demonstration that is already running, and the upcoming one has already led to the development of landmark projects in the floating wind sector. So you represent a European Investment Bank. There is money. Everyone can come to see you and have what you want. Absolutely. we give to each other your number, your phone number. Thank you very much. Michel Viktorovitch, je repars au français avec vous, donc secrétaire général pour l'investissement, pour voir du côté évidemment de la France, quel est le soutien en particulier à l'innovation dans le domaine des EMR. Oui, alors déjà, je ne veux pas déflorer la réponse à votre question. Qu'est-ce qui marche pas? En tout cas, nous, on est assez convaincus que l'innovation est un des éléments, ce n'est pas le seul vraisemblablement, mais effectivement, le soutien à l'innovation, pour revenir plus exactement au thème. Et donc, je vais essayer un peu de développer ça. Donc, effectivement, le secrétaire général pour l'investissement, c'est juste en prenant un pas en arrière pour expliquer peut-être pour certains qui ne seraient pas totalement familiers. Rapprochez votre micro. Totalement familier, voilà. Effectivement. Ça fait une différence. Hein. Qui ne seraient pas totalement familiers donc, avec ce sigle. Donc, c'est un service du Premier ministre et donc, qui met en œuvre les programmes des investissements d'avenir. Oui. Et le programme des investissements d'avenir, c'est quoi? C'est un dispositif de soutien. Donc, je bats le benchmark parce que nous, ce n'est pas 11, mais c'est 12 ans. Ah. Donc, je suis très fier aujourd'hui, puisqu'on parle de 11 ans depuis le début de cette conférence. Donc, ça fait 12 ans que le PIA a été créé. Et donc jusqu'aux années 2020, c'est 57 milliards d'euros avec lesquels le PIA a été doté pour soutenir l'innovation dans les secteurs stratégiques que sont la transition écologique, mais aussi l'enseignement supérieur, la souveraineté, l'économie numérique, etc. etc. Donc, dans le domaine des EMR, donc des énergies marines renouvelables, fait partie du scope et fait partie, bien sûr, des sujets que l'on regarde donc, à la direction de programme énergie, donc, qui gère les aspects transition énergétique du PIA, qui suivons ces aspects-là. Et en 11 ans, eh bien, ce sont 500 millions d'euros que le PIA a financé pour le développement de l'innovation des EMR. Alors, c'est bien sûr... On a parlé beaucoup d'éoliennes flottantes. Oui. C'est évidemment un point
un point saillant de l'aide, puisqu'on parle des 4 fermes pilotes. Je crois que la plupart des gens dans l'auditoire sont familiers avec cet aspect-là. Donc et on témoignera demain matin. Il y aura toute une séquence consacrée à l'éolien flottant et un témoignage aussi des 4. Voilà. Donc là, c'est vraiment on pense que c'est un projet ce sont des projets, puisqu'il y a 4 projets finalement, qui sont assez majeurs, parce que on parle d'accélération, il faut aller vite, etc. Néanmoins, faire flotter une éolienne de 10 MW, c'est pas totalement facile, c'est pas totalement trivial. Donc, à dérisquer un petit peu, être là en soutien au dérisquage, on pense, et je crois qu'on est un certain nombre à le penser, que c'est pas une mauvaise chose. Alors, ces 500 millions, c'était dispatché comment? Alors, sur donc quel ça, projet, c'est l'éolien flottant. Voilà, là, on parle d'éolien flottant, mais bien sûr, les programmes, le programme EMR auquel on s'intéresse, il est plus large spectre. Il s'intéresse aussi à l'hydrolien, il s'est intéressé au low moteur, à l'énergie thermique des mers, etc. Donc il y a un côté large spectre. Bien sûr, on est, j'allais dire, par définition assez agnostique en tant que gouvernementaux. Mais bien sûr, c'est vrai que on le voit encore aujourd'hui, l'éolien flottant, on en parle beaucoup. On parle beaucoup d'éolien en mer parce que les puissances dont on parle derrière sont évidemment très très conséquentes. Donc là, on parle de démonstration quand on parle de ces fermes pilotes. Donc démonstration, ça veut dire on teste à l'échelle 1 et on teste sur 10, 15, 20 ans comment ça va fonctionner. Et donc sont effectivement une étape vraiment tout à fait cruciale, et donc là qui avance bien et qui, voilà, dans les projets devrait sortir très, très rapidement. Quand je dis sortir, c'est au sens physique du terme. Voilà, et donc tout cela, ça répond à des questions de faisabilité technique, ça répond à des problématiques de réplacabilité, ça répond à la problématique d'impact environnemental, d'appropriation sociétale, parce que on parle beaucoup d'acceptation sociétale, je crois que les sociologues parlent d'appropriation, c'est un tout petit peu différent. Oui. C'est-à-dire que comment fait-on, en fait, d'une façon encore plus large, pour que la population en général s'approprie la transition énergétique? Et d'ailleurs, ça dépasse largement le problème de l'éolien en mer. On demande finalement à nos populations des changements et des virages radicaux en ce moment, parce qu'il y a des besoins que l'on connaît tous. Voilà, donc en gros, les choses que l'on peut faire dans le cadre du PIA, dites de façon un peu rapide et synthétique. Peut-être qu'on pourra ouvrir aussi sur les autres perspectives et vous faire commenter aussi ce que va dire dans un instant Jean-Luc Longeroche, donc CEO de GEPS Techno. Peut-être avant de réagir, présenter aussi GEPS Techno quand même en quelques mots pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore. Oui, alors, bonjour à tous. En quelques mots, GEPS Techno s'est créé il y a 10 ans. Nous aussi, on n'est pas tout à fait raccord avec les 11 ans. C'est créé il y a 10 ans autour d'un concept de plateforme hybride. L'idée, c'était de mettre sur un seul et même flotteur 4 sources d'énergie. Avec le temps, on a un peu évolué, puisque aujourd'hui, on fait la majorité avec 2 sources d'énergie, la combinaison entre le solaire et le houlomoteur. Oui. Voilà. Aujourd'hui, on a atteint le stade commercial hors réseau, c'est-à-dire en off-grid, où aujourd'hui on déploie déjà, on a déployé quelques dizaines de flotteurs pour différentes applications, et on continue à grandir en taille, toujours en off-grid. Aujourd'hui, on a, et d'ailleurs suite à un dossier qui à l'époque avait été invalidé par le CGI à l'époque, on avait pris un virage suite à justement la réunion de débriefing en s'orientant vers le off-grid plutôt qu'en restant sur le on-grid. Comme quoi, voilà, finalement, un refus peut aboutir à autre chose et on peut aider dans l'accompagnement de l'innovation. On pourra en parler dans ce qui marche, effectivement. Alors, dans les aides publiques, justement, pour en parler, elles sont quand même incontournables, hein. Alors, elles sont complètement incontournables, c'est-à-dire notamment quand on démarre de la page blanche, qui est quand même aujourd'hui la caractéristique des projets qui réussissent dans les énergies marines au sens large, c'est qu'ils sont principalement portés par des TPE, des gens qui sont partis de la page blanche, qui ont bénéficié la plupart du temps, et ça a été notre cas, d'aides régionales, puisque c'est le premier levier finalement qu'on active, ce sont les aides régionales. Et que c'est, je dirais, une fois qu'on a démontré à l'échelle régionale notre crédibilité, notre capacité à mener des projets, qu'on se tourne vers le PIA et qu'effectivement, on a là un dispositif qui est plutôt bien dimensionné pour nous accompagner sur des projets de démonstration. Donc, c'est incontournable, c'est-à-dire que quand on démarre encore une fois avec une TPE, pas question d'autofinancer ça, et effectivement, on possède en particulier en France un certain nombre de dispositifs qui permettent de bien financer pour aller gérer toute la phase jusqu'à la démonstration. Voilà, pour les TPE, les PME, c'est vraiment un levier incontournable. Alors, est-ce qu'il y a quand même des petites difficultés qu'on peut rencontrer quand même dans
Alors, oui, il y a des petites difficultés. Je dirais, nous, par exemple, on rencontre toujours de grandes difficultés pour aller à l'Europe. En fait, quand on a grandi un petit peu, mais on est aujourd'hui seulement une vingtaine, une trentaine de personnes. Monter un gros dossier européen pour aller chercher la capacité à accélérer, c'est très compliqué. On a réussi à avoir des financements européens, mais je dirais d'une manière un peu détournée, qui sont des dossiers interreg. On a un dossier qui est financé interreg, donc c'est-à-dire c'est des régions qui se sont alliées pour récupérer des fonds européens, et l'allocation de ces fonds est gérée par les régions, donc c'est plus facile d'avoir l'échange. Donc on a cette difficulté avec l'Europe. Je pense qu'un des points à avoir en tête avec l'Europe, c'est que la facilité qu'on a en France à discuter avec nos financeurs, BPI France, l'ADEME, pour présenter des dossiers PIA, on ne l'a pas avec l'Europe. On ne peut pas discuter avec l'évaluateur, on ne peut pas configurer le dossier pour bien répondre à l'appel d'offres et discuter finalement à l'appel à projet. Et ça, c'est une vraie difficulté. Puis alors, il y a difficulté aussi, il y a des nouvelles technologies. Vous l'avez prouvé en créant GEPS Techno. Peut-être parfois aussi, il y a un problème de connaissance. On parlait tout à l'heure aussi du secteur de l'assurance, qui parfois aussi, évidemment, se pose des questions sur les risques, pas les risques. Quand on est dans l'innovation, il y a des choses qui sont irrationnelles, on va dire. Enfin, c'est compliqué. Alors, oui, effectivement, il y a un vrai sujet autour de l'assurance. J'étais hier soir avec nos assureurs. Manifestement, ils m'ont invité au restaurant, donc ils n'ont pas perdu trop d'argent pour l'instant. Oui, il y a un vrai sujet. C'est-à-dire qu'il faut aussi avoir notamment des courtiers en assurance qui connaissent bien ces sujets-là et qui sont capables je dirais, de jouer le rôle d'intermédiation entre le développeur et l'assureur en lui-même, et d'amener leur connaissance du domaine maritime, qui est quand même très spécifique, pour être capable d'évaluer si oui ou non le projet, je dirais, est bien constitué, que l'analyse de risque a été bien faite et qu'effectivement on est capable de motiver les assurances. Et puis alors souvent, on en parle souvent, en particulier en France, les aides publiques, elles sont là, les aides pour beaucoup de choses. Parfois, il y a des milliers d'aides dans tous les domaines, j'allais dire la rénovation énergétique, tout ce qu'on veut. Les Français sont très accompagnés. Mais pour revenir aux entreprises, il y a la R&D, puis après, il faut décoller. Et parfois, le décollage, il est pas simple. Hein. Alors, effectivement, ça c'est aujourd'hui, je dirais, c'est quelque chose qui est relativement connu. C'est que dans la phase R&D, on est plutôt très bien accompagné, que ce soit d'ailleurs par des subventions ou des avances remboursables. Et ensuite, il y a quelque chose qu'aujourd'hui, quand on discute avec différents entrepreneurs, on est à peu près incapable de maîtriser. C'est le moment où l'activité va vraiment décoller. Et cette période entre la R&D et le décollage, elle est très variable, et y compris quand on a la chance d'avoir décollé, on ne sait pas toujours pourquoi d'un coup ça s'est mis à décoller. Et donc cette phase-là, elle est compliquée. On n'est plus en R&D, donc on ne rentre plus vraiment dans les cases. On n'est pas encore, on n'a pas suffisamment d'activité pour être capable de susciter l'intérêt de nouveaux investisseurs, de banquiers. Et oui, c'est une phase qui est complexe à gérer. Plus on prend de taille, plus on arrive à maîtriser cette phase-là, mais c'est aujourd'hui, il y a un désert et qui est compliqué à gérer parce qu'on a déjà constitué son équipe pour faire la R&D. Si on a vraiment un creux d'activité parce que ça ne décolle pas commercialement, ça veut dire qu'est-ce qu'on fait? On se sépare de l'équipe R&D, mais qui est quand même le point clé pour être capable de décoller ensuite. Donc oui, il y a des vraies problématiques de ce côté-là, et les solutions ne sont pas très simples à trouver. Peut-être une réaction, Michel Victoragi, parce qu'on voit que l'aide de l'État, elle est là, le soutien est là. Vous avez parlé des PIA. Bon, voilà. Et d'un autre côté, tout d'un coup, il y a le décollage commercial qui bloque. Il y a effectivement, c'est un sujet auquel on est probablement très sensible. Évidemment, on a été sensibilisé et on est très sensible. Alors, il y a l'aspect financier, puis il y a aussi l'aspect réglementaire, par exemple, comment on gère les problématiques de l'innovation et du réglementaire. Mais pour revenir à l'aspect financier, en tout cas, c'est effectivement un point sur lequel on souhaite travailler. Par exemple, une chose qu'on ressent souvent, c'est on nous dit bah oui, vous allez mettre de l'argent pour développer l'offre, très bien, mais s'il n'y a pas la demande, on fait quoi? Et puis après, alors on nous dit alors non, il faut donner de l'argent à la demande. Ah oui, mais vous allez me donner de l'argent à la demande, donc ça va faire de l'importation et ça sert à rien. Et donc, comment on met en adéquation tout ça? Et donc, effectivement, aujourd'hui, on a des idées, on réfléchit sur comment on lie ces deux choses-là, comment on joue à la fois en même temps sur l'offre et la demande, en liant les acteurs, finalement, parce que pour créer en même temps le marché et le produit, enfin, ou du moins l'accompagner, parce que ça, c'est un risque à la fois pour l'offre et pour la demande. Donc ça, c'est effectivement un sujet très important. Et puis sur le réglementaire aussi, mais l'aspect réglementaire, on entend souvent, effectivement, les règlements ne suivent pas, etc. J'aime toujours rappeler juste un point, là, vu ma casquette de fonctionnaire, à la fin, il y a quelqu'un qui signe le règlement et qui a la main qui tremble un moment, parce qu'il ne faut pas non plus faire totalement n'importe quoi. Quand on parle d'électricité, de réseau, par exemple, ça n'a rien à voir avec les EMR.
il faut faire attention à ce que si, le oui, je pensais smart grid, etc. Voilà. Je pensais à autre chose. Voilà, il ne faut pas que les gens se mettent les doigts dans les prises, enfin, pour le dire de façon très triviale. Et voilà. Mais c'est en tout cas un sujet qu'on... De toute façon, chacun trouve que ça ne va jamais à la bonne vitesse. Oui, voilà. En tout cas, on fait le maximum. Et alors, il y a un quatrième volet quand même du PIA aussi. Il y a des perspectives comme ça ne va pas s'arrêter, ces aides, évidemment. On critique souvent l'État français pour son manque de lisibilité, pas de visibilité. Visibilité, c'est employé souvent aussi. Mais là, en l'occurrence, donc on était à 12 ans. Effectivement, on va continuer jusqu'en 2025. Ça a été annoncé il y a déjà à peu près une année par le Premier ministre. Donc, je parlais de 57 milliards d'euros. Donc, on rajoute le gouvernement a rajouté 20 milliards. Et donc, dans ce cadre-là, il va y avoir notamment je crois que c'est pas totalement nouveau, mais on développe des dites stratégies nationales d'accélération. Il y a eu celle sur l'hydrogène, par exemple, qui a été annoncée au mois de septembre 2020. Et donc, dans le cadre des aspects... Alors, donc ça touche un peu les EMR, mais touche encore plus les EMR. On travaille actuellement en interministériel à l'élaboration d'une stratégie sur les technologies avancées des systèmes énergétiques, dans lequel il y a 3 axes principaux. Il y a le PV, il y a les réseaux et il y a l'éolien flottant. Parce que, alors pourquoi ces trois axes-là? C'est pas parce qu'on les aime plus que les autres, mais c'est parce que on a considéré que... Et je crois que finalement, tout ce qui s'est dit avant, le prouve, là qu'il y a des perspectives. Il y a une perspective de marché qui est juste, qu'on ne sait même pas mesurer tellement elle est énorme. Et on pense, petit 1, et deuxièmement, on pense que, là je prends ma casquette à nouveau d'aspect innovation, on pense que l'excellence française est là pour répondre à ce futur marché, parce que ça ne sert à rien d'aller évidemment investir dans des domaines où la France n'aurait pas d'atout à faire valoir. Donc là-dessus, toute une réflexion en cours et qui devrait déboucher sous peu. Merci beaucoup à tous les deux pour votre intervention. Merci aussi à Christos Smirnakis, je vais y arriver à la fin de la matinée, j'ai un petit peu de mal à articuler. C'est donc la fin de cette première matinée de session de conférence. Vous l'avez vu dans un esprit assez rapide, parce que l'idée c'est créer de la dynamique et puis vous inviter à vous rencontrer, à aller sur les différents stands, sur l'événement Synergie. On va marquer une pause, vous inviter à déjeuner, une pause aussi pour ceux qui nous suivent en live stream et on va se retrouver ici à 13h45 pour parler des filières hydroliennes. Merci, à plus tard.